Bon, bah on va commencer alors. Alors, de quoi on va parler ce soir? Je sais pas si vous avez tous vu la description de l'événement. Je vous resitue un petit peu le contexte. Déjà, ça va être sur un projet qui sera en TypeScript. Donc le TypeScript, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une surcouche à JavaScript qui apporte le typage fort et quelques autres fonctionnalités de la programmation orientée objet. Et donc, le TypeScript est un langage qui est fait pour faire de la programmation orientée objet. Euh, j'ai du coup échangé pas mal avec un ami qui travaille en TypeScript, dont c'est le métier, et il m'a présenté une autre manière bien différente de coder en TypeScript, euh, qui du coup n'est pas de la programmation orientée objet, c'est un autre comment dire, paradigme de programmation. Et du coup, la conférence de ce soir, excusez-moi, c'est pour vous présenter justement ce que j'ai découvert, ce qui m'a appris et ce que j'ai expérimenté. Alors pour les paradigmes de programmation, en gros, il y en a trois qui sont très connus. On a du coup ce qui est très classique, on a dans les langages type basique, assembleur et autres langages historiques, on va dire, même le C, je crois. On est sur de la programmation impérative, donc on fait des suites d'instructions classiques les unes en dessous des autres. Euh, Ensuite, on a de la programmation fonctionnelle qui va être basée sur de l'utilisation massive de fonctions, mais qui est assez strict. Le paradigme est assez strict puisqu'on a des règles imposées qui, par exemple, alors je les connais pas toutes parce que c'est pas un paradigme que j'utilise, mais de ce que j'en ai vu, c'était, on a des règles du genre les variables ne doivent pas être modifiées. Euh, une fonction doit prendre des paramètres et retourner des valeurs, mais elle ne doit pas toucher à autre chose que ce qu'elle prend en paramètres. Et encore, elle doit dupliquer ce qu'elle prend en paramètres. Enfin, c'est assez inhabituel si on n'a pas l'habitude du coup de travailler en fonctionnel, c'est pas évident. Donc je suis pas le mieux placé pour vous en parler. Et puis après Je pourrais dire un mot là-dessus si tu veux rapidement, mais ouais, bah vas-y, si tu peux présenter très rapidement qu'on en n'y fait, passe pas. c'est vrai que moi je trouve que la première question, lorsqu'au début je me disais la programmation fonctionnelle, lorsque j'en ai entendu parler il y a très très longtemps, je me suis posé la question, mais finalement à quoi ça sert? Donc en fait, pour répondre à cette question-là, c'est que la programmation fonctionnelle, c'est peut-être ce qu'il y a de plus pratique quand on fait du multithreading. Parce que comme tu l'as dit, en fait, en programmation fonctionnelle, l'idée c'est de ne jamais rien modifier. Si on veut modifier une valeur, en fait, on en fait une nouvelle. Mm. Avec ce paradigme-là, pourquoi c'est très utilisé en programmation quand on utilise des Multithreading. threads? Eh ben parce que l'un des problèmes des threads, des mutex en particulier, c'est qu'est-ce qui se passe quand deux threads veulent modifier la même valeur? C'est le bordel. À partir du moment où on se dit, quand il y a une valeur, elle n'accessible qu'en lecture, on ne la modifie jamais, on ne fait que en créer des nouvelles, ah bah tout de suite, ça simplifie beaucoup plus la conception de programmes multithreadés. Surtout quand, effectivement, on fait en sorte que du coup, une fonction n'ait pas d'effet de bord, c'est-à-dire qu'une fonction prend des valeurs qu'elle ne peut avoir qu'en lecture, elle ne fait des calculs en interne et elle ne fait que retourner une nouvelle valeur. Ce genre de fonction, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire pour un thread. Un thread, quand il va démarrer sa tâche, il va prendre des valeurs, il n'est pas censé les modifier, il va faire un calcul, il va retourner un résultat. Donc on a quelque chose qui est très proche des threads, et quand on veut faire même un gros programme qui est massivement multithreadé, on va plutôt utiliser de la programmation fonctionnelle pour pouvoir faire passer en fait les données d'un thread à un autre. À chaque fois, on les duplique, on en crée une nouvelle, et ce que crée un thread comme nouvelle valeur, donc qu'il écrit, puisque c'est le seul moment où il écrit, quand il crée une nouvelle valeur, il va la passer à une autre fonction, potentiellement qui va être exécutée par un autre thread, qui lui-même ne pourra l'avoir qu'en lecture, puisqu'il ne va rien modifier d'autre, il va lui-même créer une nouvelle valeur, et on passe comme ça de valeur en valeur, de thread en thread, le, les, en fait, les données.
Donc c'est surtout utilisé pour ça, moi je trouve que c'est le meilleur paradigme pour faire du multithreading. Hmm. Effectivement, j'avais lu ça, mais je m'en souvenais plus. Ok. Et puis après, du coup, le dernier paradigme le plus connu, donc c'est la programmation orientée objet qui consiste à créer que des objets qui interagissent entre eux. Donc en fait, tout ce qui est présent dans votre programme est un objet issu d'une classe. Donc voilà, c'est des interactions des objets entre eux. Moi, à titre personnel, je suis assez adepte de cette manière de programmer. Justement, du coup, mon ami m'a appris une nouvelle manière de coder, principalement du coup pour le TypeScript et JavaScript. Mais du coup, à voir si ça peut sans doute être répliqué sur d'autres langages. Et alors, il n'y a pas de nom officiel parce que moi, j'ai pas réussi à trouver des ressources là-dessus sur Internet. C'est un truc que lui, il a appris à son boulot et de ce que j'en sais, euh, c'est transmis de bouche à oreille un peu. En gros, on pourrait le résumer comme la programmation fonctionnelle mais soft, c'est-à-dire sans avoir comment dire, les règles très strictes qu'on peut avoir sur la programmation fonctionnelle. Ça vise pas du coup à faire du multithread, pas du tout. Mais ça vise, enfin ça apporte pas mal d'avantages, dont une syntaxe qui est quand même assez clean par rapport à des grosses classes qu'on va construire qui font plein de choses. Euh, et euh, Surtout, le gros avantage, notamment par rapport à la programmation orientée objet, ça va être la gestion des dépendances qui est hyper facilitée. Voilà. Puisque quand on programme en orienté objet, ça c'est un des gros casse-têtes, c'est les dépendances quand on a des besoins de certaines instances qu'on doit récupérer tout au fond d'une autre instance et qu'on doit la passer. Enfin, ça peut être compliqué. Il y a plusieurs manières de le faire et ça se fait très bien, mais c'est quand même pas toujours évident. Là, avec ce nouveau paradigme que j'appellerais le soft functional, c'est pas un nom officiel, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça. Du coup, ça facilite grandement cette gestion des dépendances. Et au final, pour en avoir un petit peu parlé avec notamment Babou, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut faire en Lua. Quand on code en Lua Love 2D. Pour ceux qui connaissent, du coup, on retrouve pas mal de similitudes dans la manière d'écrire le code. Ce qui s'est passé, alors moi j'ai codé, je travaille sur un projet depuis un certain temps. Donc c'est un jeu Commander qui est codé du coup en TypeScript. Et j'avais commencé à faire une première version donc en programmation orientée objet. Qui voilà, j'avais un début de projet fonctionnel. On pouvait pas faire grand chose, mais en tout cas, ce qu'on pouvait faire, c'était fonctionnel, on va dire. La suite de cette découverte du soft functional, du coup, j'ai voulu le mettre en pratique et donc j'ai complètement recodé l'intégralité du projet. Enfin, en tout cas, je suis en cours de le recoder avec ce nouveau paradigme pour pouvoir l'expérimenter. Et plus je le pratique et plus j'en suis amoureux. Et pourtant, je suis un convaincu de la programmation orientée objet. Donc voilà, du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai expérimenté et de vous montrer un petit peu le résultat. Du coup, j'ai d'un côté le code en programmation orientée objet et d'un autre côté un pseudo-équivalent en soft functional, sachant que c'est pas toujours codé de la même manière puisque du coup le soft functional impose de penser certaines choses bien différemment. Mais en tout cas, au niveau du fonctionnement, c'est assez similaire. Voilà. Et surtout, si vous avez des questions, faut pas hésiter à m'interrompre. Voilà. Est-ce que déjà il y a des questions sur ce que j'ai présenté? Non.
Ok, alors on va commencer. Alors mon jeu, il est fait en deux parties. On a une partie client et une partie serveur. Du coup, j'ai fait la bascule programmation orientée objet vers soft functional sur les deux parties, les parties client et la partie serveur. Les deux sont en cours de développement, sont pas terminés, tout ça, mais ça permet déjà d'avoir un premier rendu. Et dans un premier temps, je vous propose de regarder la partie serveur, puisque c'est celle où il y a le moins de code, ça sera peut-être le plus facile à visualiser, enfin à bien comprendre. Et donc je vous invite à rejoindre mon partage d'écran si jamais vous n'y êtes pas. Ok, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Je suis sur le chat du vocal si jamais vous voulez poser des questions, que vous n'avez pas le micro, vous pouvez les poser à l'écrit aussi. Alors, alors je vais quitter un petit peu tout ça parce que je veux pas que vous pensiez que je vous insulte. Et on va rentrer très rapidement, mais très très rapidement, parce que le but c'est pas de montrer comment fonctionne le serveur, euh, sur le code du coup du serveur. Alors le serveur, en fait, donc là on est en programmation orientée objet. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, c'est on va démarrer, enfin on va instancier des classes et on va utiliser les méthodes. Bon, jusque-là, rien de méchant. Si on rentre dedans, donc on voit que je déclare des classes, voilà, avec des constructeurs, avec tout un tas de propriétés et de méthodes. Donc, je peux continuer à parcourir. Vous verrez, par exemple, on peut aller dans les modules, le code réseau, voilà, le network. Hop, on va l'avoir ici. Donc là, j'ai une classe network avec des propriétés, une fonction init, qui fait certaines choses. On a une classe database avec voilà, qui fait aussi des choses avec un constructeur. On a du get model, on a du start, on a du load model. Donc voilà, on a des fonctions, on a des propriétés. C'est assez classique. Je pense que là-dessus, si vous connaissez un minimum la programmation orientée objet, ça devrait vous parler. Euh, Donc voilà, là c'est un code classique. Et du coup, ce que j'expliquais au début, le principe c'est on démarre, enfin c'est on crée des instances de classe et après on les fait interagir entre elles. Donc là par exemple, quand je démarre mon application, ça va récupérer, ça va appeler la méthode listen du composant HTTP server, qui lui-même est un new serveur du module HTTP. Voilà, on a plein de mots-clés new, on a plein de qui vont appeler des databases par exemple. Voilà. Et, euh, et donc voilà, là on a un network init. Hop, donc ici. Donc voilà, bon, programmation orientée objet, tout ce qui est de plus classique. Et du coup, hop, je vous montre le code serveur actuel pour le remplacer. Voilà. Alors, bon là il est en cours de, il est en train d'être joué. Je vais le laisser, c'est pas grave, tourner. Alors, le serveur. Donc là, c'est sur la nouvelle manière d'écrire sur le nouveau paradigme. Et donc, déjà, ce qu'on va voir, c'est qu'ici, déjà, on n'a pas de new. On part directement sur des fonctions. Donc, c'est des fonctions qui sont importées directement de manière unitaire. Et en gros, le principe de ce paradigme, c'est de rendre, d'exporter dans nos fichiers. On exporte, on rend disponible toutes les fonctions qui seraient, par rapport à la programmation orientée objet, des fonctions publiques. On va avoir les fonctions internes qui vont s'exécuter, qui seraient, comment dire, en privé en fait. Donc celles-là, elles ne seront pas exportables, elles ne sont pas exportées. Et là, du coup, ces deux fonctions-là, c'est des fonctions qui sont exportées depuis le module service database ou service serveur. Ces fonctions-là, du coup, hop, si on va les explorer,
Alors bon, il y a des syntaxes qui sont propres au TypeScript. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, je pense que vous êtes tous en mesure de comprendre à peu près ce que je vais vous montrer. Mais si jamais il y a des syntaxes qui sont un peu obscures, n'hésitez pas à me poser des questions. Même si ce soir on ne fait pas une présentation du TypeScript. Alors, du coup, par exemple, notre start server, si on va regarder le fichier server.ts, comment il est écrit. Donc on a juste une fonction. Donc ça, en fait, c'est on déclare une fonction. La syntaxe, elle peut un peu vous choquer, mais en gros, ça c'est équivalent à ce qu'on fasse un export function start server. Voilà. Juste, d'ailleurs, vous voyez, il n'est pas content, c'est parce que la fonction elle est déclarée en double. Mais en gros, cette syntaxe-là, ça équivaut à ça. Donc, faut pas que ça vous choque là-dessus. Du coup, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donc la fonction start server qui prend aucun paramètre. Les paramètres sont normalement ici, apparaissent ici. Et en gros, il va utiliser une fonction qui s'appelle getServer et qui va retourner du coup un serveur et sur laquelle on va appeler une propriété listen. En TypeScript et en JavaScript, on peut chaîner plusieurs méthodes. Enfin, on peut chaîner comme ça ouais, plusieurs fonctions sur un objet. Enfin, si la manière dont on l'a écrit, on peut se permettre de le faire si on a écrit ce qu'il fallait, quoi. Et on a une fonction register socket qui vient du coup d'un autre fichier. Si par exemple on regarde la fonction getServer qu'on parcourt, donc là on est parti dans un autre fichier. Et donc là on a les imports de modules, donc ça c'est des modules publics, c'est pas des modules que j'ai développés moi. En gros voilà, j'ai le code qui va créer le serveur. Alors là vous allez me dire ah oui mais il y a un new, donc on utilise une classe. Alors oui, c'est normal, parce que on utilise des modules qui sont écrits en programmation orientée objet. Donc pour les utiliser, on est obligé de créer les instances qui vont bien, mais par contre nous, on ne déclare jamais on n'écrit jamais le mot-clé classe, en fait. Voilà. Et donc voilà, et là on a des fonctions à chaque fois qu'on va exporter si on veut les utiliser. Et on peut avoir, alors je vais essayer d'en trouver des fichiers où c'est un peu plus fourni. Tac tac tac. Non là ça va pas le faire. Si j'en ai pas là, j'en aurai côté client. Ouais, j'en ai pas là. Je vous montrerai ça du coup. Mais en gros là on exporte les fonctions. Par exemple là la fonction pardon, non ça c'est même pas une fonction. Là on exporte un objet database qui vient d'un module aussi, c'est pour ça qu'on a un new. Et en fait voilà, là on exporte une fonction par exemple. Donc ça veut dire qu'elle est publique, ça veut dire qu'on peut l'importer de n'importe où dans notre code. Et après, si on veut, on peut créer des fonctions entre guillemets privées, donc private function, private pardon, function, donc qui serait une fonction qui prend rien en paramètres et qui fait un console.log, donc ça c'est l'équivalent d'un print de hello world, voilà. Donc là on a une fonction privée et du coup par exemple ici on pourrait se dire bah voilà là j'ai besoin, j'appelle cette fonction, donc private function et voilà, donc là j'appelle ma fonction. Par contre en dehors de ce fichier là on ne pourra pas appeler la fonction puisqu'elle n'est pas exportée, on n'a pas le mot clé export. Donc voilà en gros pour cet exemple. Et là ce que vous pourrez voir, alors c'est pas très flagrant, je vais basculer sur le code du client puisque ça sera plus démonstratif pour la suite. Alors une fonction par fichier ça me semble quand même un peu exagéré pour la programmation fonctionnelle. Je ne vois pas trop comment qualifier ça autrement, c'est un réel gain de lisibilité pour toi. Alors là on est sur un code qui est pas très dense, il n'y a pas beaucoup de lignes de code. Là j'ai exporté, il y a beaucoup de fichiers mais chaque fichier a une fonction différente.
Tu vas voir sur le client, on est sur quelque chose d'un petit peu plus lourd. Et non, il n'y a pas une fonction par fichier. C'est juste que là, le serveur, il n'y a pas beaucoup de code. Alors, du coup, là, on est typiquement dans le client. Donc, il y a un peu plus de fichiers, il y a un petit peu plus de monde. Je vais ouvrir, par exemple, le store. Donc, ça, c'est mon asset store. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs fonctions. Attendez, je vais essayer de défiler ça. Est-ce que je peux masquer ça? Voilà. Donc là, j'importe ma dépendance. Alors, comme on est sur un langage typé, j'ai besoin d'utiliser des types et du coup, j'ai créé mes types personnalisés et je les importe. Mais sinon, voilà, en gros, là, on a une première fonction qui est privée, du coup, donc create store, qui va retourner en gros un objet qui va contenir des images et des sons. Et donc ça, c'est en interne. On ne pourra pas l'appeler à l'extérieur du fichier store. Et par contre, à l'extérieur du fichier store, on va pouvoir appeler la méthode getStore. Et en gros, ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu la programmation orientée objet, les design patterns. On a un design pattern singleton, où en fait, si jamais le store n'a pas été créé, donc si la variable store est nulle, à ce moment-là, on crée le store. Et on le stocke du coup dans la variable store, et après dans tous les cas on retourne store. Donc s'il est déjà créé, il va retourner le store qu'il a déjà créé, et s'il n'est pas déjà créé, bah, il va le créer avant de le retourner. Voilà. Donc ça, c'est un design pattern qui sera que j'utilise beaucoup du coup sur dans mon projet. Alors on a des déclarations d'interface, c'est comme ça que je déclare les types. Alors il y a un mot-clé type, j'aurais pu faire type asset égal, et en fait ça aurait été la même chose, sauf que en fait j'ai pris l'habitude, sous les conseils de mon ami, d'utiliser dès que je peux les interfaces à la place des types, qui vont procurer à peu près les mêmes fonctionnalités, à la différence près que les interfaces, on peut faire de l'héritage d'interfaces. C'est-à-dire qu'on peut créer une interface et définir des interfaces enfants qui vont récupérer les propriétés de l'interface parent. Donc c'est quand même plus sympa, qu'on ne peut pas faire avec les types. Et par contre, il y a une chose que vous pourriez remarquer, c'est qu'en fait, on a des objets qui contiennent uniquement des données. Donc là, on n'a pas de définition de fonction dans mon interface d'asset, alors qu'on pourrait très bien lui définir les fonctions load asset, etc. par exemple. Et à côté de ça, on a des fonctions. Et en fait, ça, c'est un des principes donc, que m'a expliqué mon ami, où en fait, on sépare les données des fonctionnalités. Donc en fait, on va créer d'un côté des objets qui vont contenir uniquement les données qu'on va manipuler dans le code, et à côté de ça, on a toute une série de fonctions qui vont juste manipuler ces données. Et on n'a pas de mélange comme on peut l'avoir en programmation orientée objet, où on va avoir des classes où on va héberger des données dessus et des fonctionnalités. Là, on a une séparation nette. Du coup, là, donc on a un exemple, de comment ça fonctionne. Donc voilà, on a plein de fonctions qui sont exportées, qui font tout un tas de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de code, mais si on démarre notre projet, si on regarde un peu comment ça fonctionne, bah ici voilà, typiquement, on va avoir ce genre d'import, un peu comme un modèle MVC en développement web. Je dirais même plus comme on programmait avant que l'APO arrive. Oui, c'est ça. Alors modèle MVC, développement web, je sais pas si on peut faire une analogie là-dessus, parce que en fait on a les données sont. Ah ouais, si, je pense qu'on peut faire une analogie, mais à mon avis c'est pas exact. Euh, et ouais, je dirais même plus que comme on programmait avant l'APO, et donc oui, bah de toute façon oui.
Avant la PO, on faisait c'est de la fonction. On programmait plus ou moins comme ça, je pense. Alors du coup, dans le projet, du coup, on va avoir beaucoup d'imports. Et en fait, c'est là qui va être la force enfin une des forces de cette manière d'écrire le code. C'est que du coup, pour gérer nos dépendances, en fait, on a juste à importer directement. Donc là, j'importe depuis mon moteur, le mEngine, toutes les fonctions que j'ai besoin pour les utiliser directement. Et du coup, c'est beaucoup plus simple que quand on a les classes qui appellent d'autres classes, qui appellent d'autres classes, qui appellent d'autres classes, et qu'on veut récupérer certaines instances dans les classes, enfin dans les fonds des classes, tout ça, où ça peut être compliqué, il faut les passer en paramètres de constructeur ou par des méthodes ou par des fonctions globales, ou enfin voilà, il y a tout, il y a plusieurs possibilités, mais c'est pas toujours évident à gérer. Là, en fait, toutes les fonctions, si c'est des fonctions qui peuvent être utilisées ailleurs dans le code, on les exporte et du coup, on peut les importer depuis n'importe où. Alors, attention, on fait pas ça à l'arrache non plus. C'est pour ça que, par exemple, si vous regardez un peu partout, il y a des index.ts. On va mettre les fichiers d'index.ts. Il n'y a pas de code dedans, ça sert juste à... Alors, j'ai pris celui où il n'y a rien dedans, forcément. Ça sert à exporter les fonctions. Je vous explique. En gros, par exemple, l'engine tout à l'heure, on regardait que... hop, voilà, c'est là. On regardait, on faisait les imports. Attendez, je vais juste les mettre côte à côte. C'était celui-là, voilà. Hop, hop, celui-là. Là, voilà. On regardait, donc ici, en fait, on a importé tout un tas de fonctions. On a beaucoup plus de fonctions qui sont exportées et qu'on peut réimporter à l'intérieur de l'engine. Sauf que le but, c'est pas de rendre... Enfin, c'est de gérer justement à quel niveau on veut partager nos fonctions. Et pour ça, ce qu'on fait... Excusez-moi. Pour ça, en fait, ce qu'on fait, du coup, c'est que, par exemple, dans l'engine, je vais utiliser les canvas contexte qui viennent, du coup, de Canva ici. Donc, si on regarde ici, j'exporte un canvas, j'exporte un contexte. Sauf que, donc ça, pour le rendre exportable, donc je le déclare, en fait, dans un fichier index.ts, ce qui me permet, en fait, à l'extérieur du dossier Canva, quand je veux importer ces fonctions-là, au lieu d'aller taper dans le fichier Canva ou et potentiellement dans d'autres fichiers qui pourraient y avoir côte à côte, je tape directement à la racine du Canva et lui il va aller chercher dans le index.ts et du coup j'ai juste ces fonctions-là qui seront utilisables. Ensuite, ces fonctions-là, elles sont, ça me fait penser à l'ECS. Je viens voir comment tu gères les objets comme les ennemis, etc. J'en suis pas encore là malheureusement. J'ai pas encore été là, mais vous allez comprendre. Enfin, je vais essayer de vous faire comprendre un peu le principe de comment on pourrait gérer ça. Donc, je vais juste reprendre du coup j'en étais. Là, du coup, au sein de mon engine, ici, donc sur la droite, du coup, on va avoir tout un tas de fonctions qu'on va importer d'autres modules que j'ai intégrés dans l'engine en fait. Et par contre, tous ces modules-là, ils sont pas forcément à utiliser en dehors de l'engine, c'est-à-dire sur mon index.ts ici à la racine du projet. J'ai par exemple je sais pas moi, est-ce que j'ai un exemple? Non, là j'ai pas d'exemple. Mais on pourrait imaginer. Ah bah oui, mais non, c'est parce que je suis pas dans le bon truc. Si je vais par exemple donc dans le Canva. Hop, non. Oh, attendez, je vais vous trouver un exemple. La game loop. Voilà. Typiquement, là j'ai un start game loop. C'est une fonction que j'exporte de ma game loop. Et donc je peux l'utiliser dans mon engine. Dans mon engine, quand je le démarre, j'appelle ici ma fonction start game loop en l'important depuis le sous-dossier game loop.
Mais ça, cette fonction-là, j'ai pas à l'utiliser en dehors de l'engine. Et du coup, à la racine de mon projet, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer uniquement les dépendances que j'ai besoin depuis, qui me sont fournies par l'engine depuis le dossier mengine. Et du coup, typiquement, le start game loop ici, qui est utilisable ici puisqu'on l'a importé, dans le fichier index.ts qui est à l'intérieur de mon mengine, où là je vais exporter tout ce qui sera utilisable en dehors du dossier mengine, et ben je ne l'exporte pas. Du coup, ça veut dire que ici, je ne peux pas, je n'ai pas le start. Si je fais un start, voilà, il me le propose pas, il le connaît pas. Alors, bien sûr, on peut quand même l'importer en allant trifouiller comme ça, start game loop, et on va aller le chercher à l'intérieur dans mengine game loop. Mais ça, justement, le principe, c'est là, on utilise le mengine comme un module, et on va pas taper dans les sources du module. Donc en fait, tout ce qu'on doit pouvoir utiliser, on doit pouvoir l'utiliser depuis mengine. Voilà. Là, la finalité de tout ça, c'est que le code du mengine sera exporté comme un module, compilé et distribué sur le web, et en fait on pourra l'importer comme on importe les autres modules que je vous ai montrés, et du coup ça sera un fonctionnement beaucoup plus clean et qui ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir quand on utilise des modules externes en JavaScript ou en TypeScript. Voilà, je sais pas si j'étais assez clair sur les dépendances, parce que je sais que c'est pas évident à expliquer comme ça et à comprendre les fichiers, parce que j'en ai un peu partout. Mais en gros, mon fichier index.ts dans chaque dossier, il sert juste à exporter, à lister ce qu'on peut utiliser en dehors de ce dossier-là. Et donc un dossier, faut considérer qu'un dossier, c'est un peu comme un module ou un sous-module. Et du coup, là, j'ai mon moteur mengine qui, lui, va exporter uniquement les fonctionnalités qu'on veut rendre disponibles à l'utilisateur final pour coder le jeu. Voilà. Ça va tout le monde? Ouais, le CS, c'est bien ça. C'est l'Entity Component System. Je connais pas, hein, du coup. Donc, je pourrais pas vous en parler. Donc voilà, j'ai fait pas loin du tour. J'ai quand même une question parce que finalement j'ai du mal à voir qu'est-ce qui fait la spécificité de ce design pattern en fait. C'est le fait d'avoir ça finalement des singletons qui permettent de rendre accessible certaines choses un peu partout ailleurs. C'est quoi c'est qui fait Alors, vraiment la spécificité pour toi de cette manière de faire? je vais te montrer. Attends, je peux. Voilà. Attends, est-ce que c'est le bon déjà? Non. Ouais. Je vais te montrer sur la partie serveur, ça sera plus facile à comprendre. En fait, il y a déjà, bon, comme je disais, il y a la gestion des dépendances que je trouve qui est grandement facilitée. Et il y a un autre avantage, c'est le code est, je trouve, beaucoup plus lisible. Alors attendez que je retrouve ma fenêtre qui s'est cachée quelque part. Attendez, je vais la récupérer par là. Donc là, j'ai il est où le serveur qui est, c'est celui-là, et l'autre serveur il est là. Voilà, ok, je l'avais là à côté. Du coup, je vais juste les mettre côte à côte. Voilà. En gros, alors, je vais juste te montrer la différence qu'on a par exemple sur la database. On a à peu près les mêmes fonctionnalités. Sauf qu'à droite, donc tu l'as en version programmation orientée objet, où on va définir une grosse classe avec donc ces fonctions. On a ces données qui sont aussi présentes à l'intérieur. Et donc voilà, le code il ressemble à ça. Et de l'autre côté, on a l'équivalent qui est beaucoup plus clean. Alors attention parce que il y a quand même un peu plus de code ici que j'ai pas reporté ici.
Notamment ça. Voilà, j'avais ça en fait qui est en plus. Et le load relation qui est en plus. Voilà. Le reste, c'est à peu près la même chose. Et en gros, voilà. En gros, on a un objet database qu'on exporte. Donc lui, pour le coup, c'est une instance, mais on n'a pas trop le choix en fait. Et en fait, ça représente la connexion à la base de données. Pourquoi l'exporter? Est-ce que ça permet lui justement de ne pas Alors, l'exporter et d'exporter que les fonctions? et alors justement, elle est exportée parce que n'importe où dans le code, tu peux avoir besoin de taper dans ta base de données. Mais j'aurais pu la rendre privée. En fait, il y a deux manières de faire. Soit tu exportes la base de données comme moi j'ai fait, enfin la connexion, ce qui te permet toi de l'utiliser partout où tu veux. Soit tu crées au sein du modèle database des fonctionnalités qui te permettent justement de dire bah, ajouter un vaisseau, supprimer un vaisseau, modifier un vaisseau, etc., etc. En gros, tu fais ta couche métier dans ton module database. Sauf que comme moi je vise à faire un moteur global, en fait un module qui est réutilisable, peu importe le projet. Le but c'est de pas mettre de couche métier dedans. Ouais, mais tu peux descendre un tout petit peu le start database. Qu'est-ce que tu as dans ta fonction start? Donc tu te connectes à la base de données, c'est ça? C'est la fonction, c'est la partie où tu te connectes. Ouais, en fait, Parce que c'est vrai que moi ce que j'aime pas en fait là-dedans, enfin, c'est peut-être parce que c'est juste pas le bon exemple la base de données, peut-être que ce serait plus pertinent ouais. sur autre chose. Mais par exemple typiquement une base de données qui est un service qui se connecte sur l'extérieur, Mm, moi je préfère mettre l'instance de connexion en privé et de tout faire par des fonctions. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer par exemple l'état de la connexion. Si la variable principale de la base de données se retrouve un peu partout parce qu'on peut en avoir besoin un peu partout. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand il y a une erreur, une coupure de réseau, n'importe quoi, que la connexion, elle est perdue. À ce moment-là, des éléments vont essayer de faire par exemple des push ou des get dans la base mhm, de données, alors qu'elle est déconnectée et qu'il faudrait attendre que la reconnexion soit faite avant de le faire. Ce genre de choses, par exemple, on peut le faire plus facilement lorsque on a par exemple tout cette logique-là qui est dans des fonctions comme par exemple tu as à droite, bon, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas remise, mais si tu as par exemple un save avec quelque chose, là tu as get model, mais tu as peut-être un autre pour enregistrer quelque chose, tu peux par exemple mm. dedans faire un test, est-ce que ma base de données elle est connectée? Si oui, alors j'exécute, sinon bah, je me connecte et puis je renverrai que le résultat une fois que ça sera connecté. On peut du coup gérer euh, C'est une géré par sorte de le sous-couche. Sequelize. Ok, En pour ça fait, que c'est peut-être pas, Sequelize, c'est un module que c'est peut-être j'utilise et pas c'est un le, ORM. pour ça que c'est peut-être pas le bon Ouais. exemple. Oui, oui. Mais dans d'autres cas, tu vois ce que je veux dire, avoir Alors, parfois une variable qui se balade partout, moi je trouve que ça fait parfois plus de spaghetti qu'autre chose et je préfère du coup avoir ma variable, mes ressources en privé et n'exporter que les fonctions qui permettent de les utiliser et qui mm. possèdent une couche de sécurité. Ça peut Alors, être également comment on appelle ça, j'ai oublié, c'était un coupe-circuit. J'ai plus le nom en anglais. Ouais, le circuit breaker. ouais, Je sais pas si tu connais aussi. non. Le circuit breaker, en fait, c'est une surcouche que tu vas rajouter qui permet d'éviter, en fait, de rappeler la fonction s'il y a trop d'échecs. Typiquement, je reprends l'exemple de la base de données parce que c'est toujours très bon. Quand Mhm, tu te connectes à une base de données, ça va te prendre ça prend du temps pour mm, enregistrer une valeur ou pour lire. C'est encore pire, si la base de données a un problème, par exemple, et ne répond pas. Si elle ne répond pas, ta fonction, elle va attendre jusqu'au timeout pour dire finalement, je n'ai pas réussi à enregistrer le truc. Si tu as un timeout de 10 secondes et que tu as beaucoup d'utilisateurs, tu vas avoir chaque utilisateur qui va attendre 10 secondes. Et du coup, chaque mm, nouvel utilisateur va devoir attendre de nouveau. Il y aura tellement d'attentes que parfois, il y aura de l'attente, non pas parce qu'on attend la réponse de la base de données, mais on attend que les fonctions qui attendent la base de données elles-mêmes se terminent. Et du coup, ça peut générer des plantages ou autres. Pour connaître ce genre de choses, il faut surtout avoir déjà eu l'occasion de lancer des services en production en cas de plantage. Voilà, parce que c'est ce mm. genre de choses que tu ne vois jamais quand ça marche bien. Le circuit breaker, lui, il est là en fait pour compter. C'est un simple compteur en fait. Lorsqu'il y a un timeout ou n'importe quoi, en général, on va plutôt lancer une exception. Lorsqu'il y a une exception, ça va
compter ça va incrémenter un compteur d'échecs. Dès que la fonction s'exécute bien, ce compteur est remis à 0. Et l'idée, c'est que lorsque ce compteur atteint un seuil critique, à ce moment-là, on n'exécute plus la fonction. Ça veut dire que dans mon cas, par exemple, où j'ai une base de données qui ne répond pas, on va avoir des gens qui vont l'utiliser, ça va commencer à se mettre de l'attente, ça va avoir une erreur, 2 erreurs, puis au bout de 10 erreurs, hop, la fonction ne sera plus appelée. Le prochain utilisateur qui va essayer de se connecter, qui va essayer de faire son action, il va avoir tout de suite l'erreur, ça ne peut pas marcher. Parce que comme si le programme sait que attends, il y a tellement d'erreurs que ça sert à rien que je continue de renvoyer, que je continue d'exécuter ma fonction à la base de données, je sais que ça ne va pas marcher. Et ainsi, il n'y aura plus d'attente des utilisateurs, on aura tout de suite un retour parce qu'il n'y a, pas de time, il y a pas de timeout. Il n'y aura plus de timeout. Tout de suite, on dit que ça ne fonctionne pas. Mais pour faire ce genre de choses, et éviter du coup d'avoir son serveur en PLS parce qu'il y a trop de requêtes en attente, il faut pouvoir gérer finement la ressource qui peut poser de problème. En général, c'est tout service qui se connecte sur l'extérieur. Ça peut être une base de données, ça peut être une connexion HTTP, ça peut être même également une lecture de fichiers, parce que ça peut être le disque dur qui met trop de temps à répondre. Si par exemple il atteint son maximum d'opérations en lecture ou en écriture et qu'il y a encore d'autres opérations qui arrivent derrière. Ça peut être un service de message. Enfin bref, en général, tout service de communication avec autre chose peut potentiellement générer ce type d'erreur. Et donc, dans ce genre de cas, oui, il est préférable, enfin moi en tout cas, je préfère avoir des fonctions qui englobent ma ressource, de façon à ce que la ressource ne soit jamais utilisable en direct. Donc bon, peut-être que la base de données, c'est peut-être pas forcément le bon exemple. Il y aura Mhm. peut-être d'autres choses qui seraient plus pertinents pour expliquer du coup ton paradigme. Mais finalement, ce que j'ai l'impression, c'est simplement, finalement, c'est un petit peu comme je vois pas trop la différence avec de l'objet dans le sens où finalement, on a des attributs qu'on met en globaux et on met des fonctions qui ont des effets de bord sur un attribut en global et qu'on peut se permettre d'appeler un peu n'importe où. Alors, déjà 2 petits points. Bon, la base de données, effectivement, c'est un petit peu particulier. Il y a beaucoup de choses qui sont sous-traitées par le module, mais pour le coup, je suis pas assez compétent pour te décrire entièrement la fonctionnalité du module. L'autre chose, c'est que moi, je suis toujours en train d'expérimenter et ça fait 2 semaines que je pratique ce paradigme. Donc, l'expérience que je vous partage, c'est une expérience de 2 semaines, alors que je fais de la PO depuis beaucoup plus longtemps. Non, mais Euh, du ça, coup, je me doute bien, mais ce que je mets toi, en... tu trouves que c'est intéressant, parce que c'est toujours intéressant, effectivement, comme tu dis, de tester autre chose. Mais là, Ouais. actuellement, qu'est-ce qui te fait dire, ah, finalement, il y a des trucs intéressants, ça me plaît, et j'ai envie de continuer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a typiquement, quelque chose qui te plaît, qui te Alors, met moi, ce qui me plaît, c'est, comme je disais, c'est déjà la syntaxe, où Mhm. on se retrouve, du coup, on se débarrasse des complexités qu'on peut avoir dans les classes. C'est vrai que c'est moins verbeux, du coup. C'est beaucoup plus simple de gérer uniquement des objets de données et de les manipuler avec des fonctions, et de rendre utilisables les fonctions qu'on a besoin. On peut les récupérer facilement, en fait. Cela dit, comme je disais, il y a une gestion à faire au niveau des dépendances, un minimum quand même, puisque comme je montrais tout à l'heure, je fais en fait des exports à chaque fois de niveau supérieur pour ce qui est utilisable d'un niveau supérieur, dans l'optique de concevoir le projet via un ensemble de modules, si tu veux. Et donc à la racine de mon projet, je n'ai pas accès à toutes les fonctions, mais uniquement à ce qui Mhm. peut m'être utile à cet endroit-là. Donc on retrouve un peu le fonctionnement qu'on peut avoir en PO, mais peut-être de manière beaucoup moins stricte, hein, ça je suis d'accord, sur sur manipuler que les objets qu'on est censé pouvoir, enfin les objets ou les fonctions qu'on est censé pouvoir manipuler à cet endroit-là, euh, sans aller taper. Mais comme on n'a pas les notions de privé et de public, en fait, ça se gère de manière un peu différente. On n'a pas d'héritage, mais ça, l'héritage, même en étant fan de la programmation objet,
moi, il faut éviter d'en faire un maximum. C'est assez coûteux en termes de dépendance, justement. Donc le code, en fait, est très dépendant les uns des autres et du coup, ça peut vite être une horreur quand on veut faire des modifications. Et donc voilà, justement, c'est une des forces que moi j'ai trouvé quand mon ami me l'a présenté cette manière de coder. C'est justement ces dépendances. Donc quand je parle des dépendances, c'est pas que l'injection de dépendance, mais c'est également le fait qu'on puisse mettre à jour beaucoup plus facilement les fonctions en elles-mêmes qu'une grosse classe où on pourrait avoir beaucoup plus d'effets de bord. Mais après, c'est toute une manière d'écrire les choses, de structurer les choses. Là, le code serveur, c'est le premier que j'ai réécrit. Du coup, c'est potentiellement celui que j'ai mis en place avec le moins d'expérience. Comment dire? Cela dit, voilà, en fait, le fonctionnement en fait du projet en lui-même, il est assez différent de la programmation orientée objet. Et c'est assez compliqué à expliquer en fait. C'est un peu un feeling qu'on a quand on écrit son code. Et je trouve que du coup au début c'est assez bizarre quand on n'est pas habitué à cette manière d'écrire le code. C'est un petit peu étrange. Mais une fois qu'on commence à assimiler un petit peu le truc, moi voilà, c'est un ressenti que je vous partage et que j'ai beaucoup apprécié. Donc je compte continuer à explorer cette voie-là, tout en restant un adepte de la programmation orientée objet, hein, bien entendu. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Après, effectivement, moi, j'ai eu, allez, peut-être 2 heures d'explication de mon ami sur ce paradigme-là. Et après, bah, j'ai essayé de me lancer pour le mettre en place. J'ai refait une review avec lui de ce que j'avais codé pour voir si j'avais pas fait, si j'étais parti sur le bon pied. Et donc voilà, j'ai eu un petit recadrage sur quelques trucs. Et du coup, voilà, c'est plus. Enfin, moi, j'ai un ressenti qui est plutôt agréable par rapport au projet objet ou programmation objet où je trouve que c'est vraiment des fois compliqué justement de gérer toutes les dépendances, que ça soit les injections de dépendance ou que ça soit les dépendances entre les objets quand on veut faire des modifs. Et pour le moment, le projet n'est que petit, mais j'ai quand même l'expérience sur des projets un peu plus gros. Et puis, bah, comme je disais, de l'autre côté, c'est que bah, j'en suis encore un peu au balbutiement. Et du coup, ce que je vous présente, c'est pas forcément le, la meilleure manière de mettre en place ce paradigme, puisque je le fais, je le découvre en fait. Je suis toujours en expérimentation. Ça fait 2 semaines que je le pratique. Voilà. Mais du coup, je vous partage un petit peu ce que j'ai appris. Ça serait quand même très intéressant, je pense, de voir sur un gros projet ce que ça donne en fait. Ouais. Moi, je vais continuer de toute façon à le développer sur mon jeu Commander. Et bah, enfin voilà, il n'y a pas de souci pour vous faire une autre Ouais, review et un puis petit peu également plus avoir tard quand ça sera plus mature. Ouais, puis également ton utilisation, ton retour d'expérience à l'utilisation, parce que comme tu l'as dit, 2 semaines, c'est vraiment le tout début, c'est intéressant, mais Ouais. c'est pas assez même pour toi-même pour te faire une idée Hmm. vraiment des avantages, des inconvénients, c'est vrai que c'est compliqué. Mais là-dessus, pour moi, en fait, c'est moins finalement un paradigme de programmation que en fait une architecture de code. Ça, les architectures de code, c'est toujours en fait la grande question qu'on fasse de l'objet ou qu'on n'en fasse pas, comment j'articule mon code, pourquoi, qu'est-ce que je devrais mettre à tel endroit, qu'est-ce que je devrais exporter. C'est toujours vraiment en fait, la grande question du développement, quoi. Hmm. Et c'est pour ça que là-dessus, je trouve ce modèle-là plutôt sexy. Enfin, moi, quand il m'en a fait la démonstration, j'ai adoré. Lui, il m'a fait la démonstration sur un projet pro. Donc, c'est du TypeScript, c'est du web. Enfin, lui, en tout cas, Ouais. lui aussi sur du web. C'était quoi? C'était du serveur, du back-end, Non, ou non, c'était une bah en fait, application lui, il le fait sur les deux, mais c'est un projet d'une grosse entreprise, je citerai pas le nom, mais hmm. c'est une grosse entreprise sur Internet qui fait son business via leur site Internet.
Donc c'est Ouais, pas juste un site vitrine pour non, leur activité, non, c'est leur non, métier. bien sûr, mais il y avait Et également ouais, il y avait également une partie web, c'est ça, oui, avec oui, en web. fait, tu as la partie front et la partie back Ah qui est d'accord, gérée, ah, d'accord. voilà, qui est gérée de cette manière-là. Moi, du coup, j'ai la partie serveur voilà, que vous avez devant les yeux, que j'essaye de gérer de cette manière-là. Et après, j'ai la partie client. Mais bon, du coup, sur ma partie client, c'est que de la manipulation de Canva, donc Ouais, donc c'est c'est un peu plus limité tout de ouais, suite pour l'instant, c'est c'est très clair. différent d'un projet web Ouais. standard, on va dire. Ouais, mais je veux bien que tu en fasses d'ici, enfin quand tu auras peut-être d'ici un mois ou deux, une fois que tu auras pu plus bosser dessus pour avoir ton retour. Alors juste, attends, je C'est vois Nika pas qui mal. dit oui, avec juste la partie start de la game loop, j'ai un peu de mal à voir le paradigme. Oui, alors je vais essayer quand même. Hop, juste si vous me permettez de hop, réduire ça. Et je vais vous remettre le... Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Alors justement, en fait, si on voit pas grand-chose, c'est justement le but du truc, c'est que, si vous voulez, là j'ai l'engine que je vais replier. Et en gros, ici, c'est le code que entre guillemets, le développeur qui utilise l'engine va implémenter. Et donc, en fait, sur l'index, on a juste une fonction load à écrire et qui sera appelée par le moteur. Donc, elle appelle une fonction draw loading screen. Je suis désolé, je dois vous laisser par contre. Ouais, y a pas de Merci souci. en tout cas de la présentation. À plus. À bientôt. Du coup, on a une fonction draw loading screen qui sert à afficher, qu'on va afficher à l'écran pendant que le jeu est en train de charger les assets. Donc qui va juste afficher un loading file please wait. Ensuite, on a une fonction load all assets, donc que j'ai moi-même implémenté dans le fichier assets ici. Donc c'est toujours à l'extérieur de l'engine. Et qui elle va appeler la méthode loadAsset, qui elle est dans mon moteur par contre, qui est fournie par le moteur. Donc en fait on le voit, hop, je suis désolé, il y a beaucoup de... tac tac tac. Voilà, loadAsset from... D'ailleurs je l'ai pas exporté, je regarde juste un truc. Ouais, je l'ai pas bien exporté celle-là. Bon, je le ferai après du coup. Mais en gros, voilà, celle-là, il faut que je l'exporte pour que on ait pu à taper dans le store. C'est le truc sur lequel je travaille juste avant de faire cette petite conférence. Donc c'est pas encore fini à 100%. Mais en gros, voilà, ça c'est une fonction qui est appelée ici, qui est fournie par le moteur. Alors les await, en fait, c'est pour gérer la synchrone. Hein, voilà, faut pas que ça vous choque. En gros, on attend que la fonction se termine pour pouvoir passer à la suite. Et là, en l'occurrence, donc je reviens. Donc en gros, là, on fait le chargement des assets. Et une fois que c'est fini, après, le moteur, il va aller appeler une autre fonction qu'on va créer ici, qui est la fonction main. Et donc cette fonction main, en gros, bon, là, pareil, je suis toujours en cours d'expérimentation. Bonne soirée, back to the code. Et du coup, voilà, add stage. En gros, les scènes, moi, j'appelle les stages. Et du coup, en gros, on a la fonction add stage qui permet d'enregistrer une scène dans le moteur. Donc ça, c'est une fonction qui est fournie par le moteur, le add stage, qui vient du mengine. Et du coup, voilà, je lui passe un nom et je lui passe donc une scène en fait que j'ai créée. Alors là, on a une syntaxe qui ressemble assez à... ça pourrait faire sembler à du new quelque chose. Donc ça, mais ça vient du coup de mon dossier stage splash. Et donc le splash stage, en gros, ça fait référence du coup au stage splash. Et je vais appeler la fonction getStage qui est fournie dedans. Et cette fonction, elle est ici. Et en gros, elle va retourner un objet. Cette fois-ci, c'est qu'un objet de fonction. Donc en fait, on ne mélange pas les données et les fonctions.
Et donc, en gros, c'est pour décrire une fonction qui va contenir, enfin, un objet qui va contenir un load, un update, un draw UI et puis un clean. Sachant que le load, c'est ce qui va être chargé au chargement de la scène, ou quand on change de chaîne, quand on change de scène, en gros, donc c'est le load qui est appelé dès qu'on arrive sur la nouvelle scène. Ensuite, on a fameux update draw que vous connaissez, et draw UI en fait qui va dessiner par-dessus le draw. Donc ça, je me suis inspiré de Game Maker Studio pour ça. Et Puisqu'il pourquoi y a une- séparer l'UI du draw du jeu? Alors parce que justement, je l'ai vu en fait dans Game Maker Studio, c'est ce qu'ils font. En fait, on a la fonction draw et la fonction draw UI, et en fait, je trouvais que c'était vachement plus pratique de séparer dans deux fonctions l'affichage de l'UI et l'affichage de pas l'UI en fait justement, enfin du jeu. Et du coup, ça s'assure que tout ce qu'on met dans draw UI, ça sera toujours au-dessus du draw en fait. Ouais, d'accord. Bon, ok. Donc j'ai trouvé que l'idée était pas stupide. Ouais, Et du ça coup, permet de découper un peu plus et voilà. d'être plus carré dans ce que tu fais, quoi. Mm. Du coup, je l'ai réimplémenté comme ça. Et après, on a une fonction clean qui est appelée dès qu'on quitte la scène. Voilà. Et donc pour cette scène-là, en gros, alors là c'est un truc tout bidon, hein, ça fait rien. Je vous montrerai après du coup. Ouais, je vous montrerai ça après. En gros, ça compte. Ça affiche un compteur en millisecondes. En gros, j'affiche le delta time dessus, enfin le timer du delta time. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait? Je récupère le canevas depuis mon moteur. Donc là, pareil. Alors que sur la version objet, quand je voulais récupérer le canevas, des fois ça pouvait être un peu galère, puisque le canevas était une instance de ma classe canevas, et c'était un peu galère pour pouvoir la récupérer. Là, du coup, je la récupère tranquille. Et du coup, je l'utilise. Pareil, là, j'ai le. Non, le CTX, le contexte, il est fourni par le moteur, il est injecté par le moteur. Mais voilà, là, le canevas, il me servait pour la position, pour positionner mon compteur au centre de l'écran. Donc, je récupérais la taille du canevas. En gros, voilà, j'ai implémenté la fonction update, la fonction draw. Les fonctions load, draw UI et clean, ici, je les utilise pas dans cette scène-là, donc je les ai directement définies vide ici. Là, là, et puis là. Alors je suis quand même obligé de respecter la signature de la fonction, sinon il gueule, vu que c'est quand même du typage fort. Donc c'est pour ça qu'ici, dans le draw UI, on a quand même un CTX, un contexte qui est passé, même si ça fait rien. Donc voilà, en gros, comment la scène, Et c'est elle est quoi le ajoutée. const devant les fonctions là que tu mets? Const à chaque fois? En fait, c'est constante. Bah, c'est des Euh, fonctions constantes. ouais, alors en fait, ça c'est JavaScript. JavaScript, en fait, tout est variable. Donc même tes fonctions, en fait, c'est des variables. Du coup, Mhm. en gros, là, en fait, tu as plusieurs manières de faire. Mais en gros, si je reviens par exemple ici, j'ai mon update, mon const update égale, donc ça c'est une fonction anonyme fléchée, qu'on appelle fléchée. En gros, ça peut s'écrire comme ça. Function update dt de type number, et dedans je fais mon counter plus, voilà. Ça c'est la même chose, c'est exactement pareil. Et Ça alors fait la pourquoi même tu chose. préfères? Parce que moi la deuxième je la comprends super bien et la Bah, première je t'avoue. c'est une syntaxe que j'ai l'habitude d'utiliser les fonctions fléchées. Là, dans ce cadre-là, c'est pas hyper méga utile. Par contre, c'est quand tu l'implémentes dans des callbacks, où en fait ça permet d'avoir un code beaucoup plus lisible. D'accord. Voilà. Mais du coup, j'ai pris l'habitude. Après, tu as aussi une différence au niveau du. Mais là, c'est plus quand tu programmes en objet, avec le fameux this, tu vois. Et quand tu fais une fonction comme ça, en fait, ton this ici, il fait référence aux parents de la fonction. Ouais. Et quand tu le déclares comme ça, en fait, le contexte du this, il fait référence à l'intérieur de ta fonction. Il me semble. Ou D'accord. c'est l'inverse, je sais plus, il y a un des deux. J'ai un doute.
Mais du coup, c'est une différence sur le comportement du contexte. Les fonctions fléchées ou anonymes pratiques en programmation fonctionnelle car tout se transforme en fonction, mais ça devient vite illisible. Pratique pour passer du code en paramètres. Voilà. Donc c'est les callbacks. Ce que nous dit Patrick. Du coup, j'ai l'habitude en JavaScript et en TypeScript de les écrire comme ça. Mais là, c'est juste la syntaxe. Hein. Voilà. Et constante, en fait, par défaut, je mets tout en constante et je mets en lettres que si j'ai besoin de partager. Voilà. D'ailleurs, ici, je pense que j'aurais pu le mettre en... Bah non, là, j'ai besoin de le modifier. Pardon, que si j'ai besoin de le modifier, je suis bête. Voilà. Il n'y a que si j'ai besoin de modifier la variable que je la mets en... Mais par défaut, je passe tout en constante. Puisque visiblement, c'est plus optimisé, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, du coup, après, je switch stage, donc ça c'est pareil, c'est fourni par le moteur. Je lui indique du coup la scène que je viens de lui référencer, et du coup ça veut dire qu'il va démarrer cette scène-là. En gros, qu'est-ce que ça fait? Si jamais il y avait une scène en amont, bah, on appelle la méthode clean de cette scène. Ensuite, on stocke la scène dans previous stage, dans la scène précédente. Et ensuite, ensuite, on switch sur la nouvelle scène et on appelle la fonction load. Voilà. Et alors moi je stocke la scène précédente puisqu'il y a une fonction pop stage qui permet de revenir sur la scène précédente. Voilà. Mais bon, bref. Et du coup, le code est assez clean. Et après, ça, c'était juste pour afficher le compteur FPS. Pour le moment, je ne l'ai pas intégré au moteur. Parce que ce que je veux, c'est que l'utilisateur du moteur il puisse choisir d'implémenter sa fonction pour afficher le compteur de FPS comme il le veut, pour pouvoir l'afficher avec la police qu'il veut, à l'endroit qu'il veut, de la manière dont il veut, avec potentiellement afficher d'autres informations dessus. Enfin voilà. Du coup, ça, je l'ai pas intégré au moteur. Mais de toute façon, ça c'est pour le dev en prod. Du coup, ça sera pas affiché. Comme tu es sur Mac, je suis curieux de savoir comment tu obtiens ton égal à 3 barres. Et le barré, c'est juste l'éditeur qui change les caractères saisis à l'affichage ou de la bidouille. Oui, non, ça c'est sur VS Code, il faut activer les fontes ligatures. Et justement, il faut que tu aies une police qui soit compatible avec ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu veux, après, je te partagerai un lien qui Bah, t'explique tout tu as ça. partagé dans Guide et Doc. Si tu regardes Patrick Ah bah oui, voilà, Trémartin, il est déjà. tu vas dans le développement Guide et Doc et l'avant-dernier message, donc celui de Ménerve, c'est sur les ligatures fontes VS Code avec un lien. Voilà. Et t'as une liste de polices qui sont compatibles. Et puis ça t'explique comment activer la fonctionnalité dans VS Code. Et du coup, c'est pour ça que là, mon caractère fléché, normalement, je l'écris comme ça, enfin sans l'espace au milieu. Mais dès que je le joins, hop, ça me fait une vraie flèche. Pareil, si je faisais par exemple ça, si je le mets, hop, ça me fait une vraie flèche. Si je fais un différent, par exemple, il y avait t'as vu le triple égal qui est comme ça, et t'as aussi le différent qui est comme ça ou en 3. Voilà. Et ça, c'est juste la fonctionnalité euh, optionnelle. Bon voilà, du coup, je sais pas si vous avez encore des questions. Euh, je sais que j'ai pas mal galéré sur le store. Donc ça, c'est les derniers trucs que j'ai codés. Du coup, voilà, là j'ai la gestion de mes assets. En fait, c'est un store qui va contenir, qui va référencer les images, les sons et les polices du projet qu'on pourra après utiliser partout. Et donc, du coup, le fait qu'on soit dans un environnement web, en fait, il faut attendre que le client et que le navigateur, en gros, ait chargé toutes les images, les sons et tout ça dans mémoire. Donc, ça prend un certain temps. Donc voilà, faut jouer avec du code asynchrone. Et donc, ça ressemble à ça. Et en fait, moi, je mets à dispo juste des fonctions
que j'exporte dès que j'en ai besoin. Là, par exemple, le load d'image, j'en ai pas besoin à l'extérieur, c'est de l'interne. Du coup, il n'est pas exporté. Pareil pour load sound, load font. Voilà. Ça, c'est pareil. J'en ai pas besoin non plus. Après, qu'est-ce que j'ai? Je vous montre. Voilà. Moi, j'ai juste le load asset que j'exporte et le get store qui me permet de récupérer mon store de n'importe où pour pouvoir récupérer dedans du coup les images, les sons et non, les fonts, il n'y a pas besoin puisqu'ils sont chargés directement dans le DOM du navigateur, dans le document, l'objet document qui représente la page web. Voilà. Alors, pour revenir à mes ennemis, si tu fais des ennemis, tu les mets dans une table, comme tu as fait pour les scènes. J'appelle... Alors, pour les ennemis, alors c'est assez compliqué d'anticiper parce que j'ai encore un peu de mal et quand j'implémente des fonctions, du coup, enfin des nouvelles fonctionnalités sur le projet, je m'y reprends à plusieurs fois et je suis obligé de réfléchir un petit peu en amont comment je vais structurer le truc parce que je suis encore très PO dans ma tête. Mais en gros, la manière dont je vois les choses, en gros, je vais créer une fonction getEnemy qui va retourner un objet de données qui va contenir les données propres à un ennemi. Et en fait, on va... Alors, il y a deux possibilités. Enfin non, en fait, je ferai deux fonctions plutôt. Il y aura une createEnemy et une getEnemy. La createEnemy, elle permettrait... Ou non, je peux tout faire dans la même en fait. Non, non, un getEnemy, voilà. Je ferai un getEnemy sur lequel j'irai retourner un objet de données qui contiendrait donc toutes les données de l'ennemi, sa position, sa force, etc. Mais pas les fonctionnalités. Et ensuite, donc dans mon code, dès que j'ai besoin de créer un nouvel ennemi, bah, je peux faire un getEnemy. En fait, quand je fais par exemple ici, est-ce que j'en ai un getStyle ici, je retourne je retourne comment dire, une copie en fait de cet objet-là. Donc c'est comme si que là j'avais écrit la classe et le fait que je fasse un return en fait, je retourne un objet, ce qui est très différent de si j'avais ici déclaré un const objet que j'aurais mis qui est égal à on imagine qu'il y a ça dedans et que là après je fasse mon return objet const, c'est mieux voilà, et que là bah, je fais return objet où là en fait potentiellement il pourrait renvoyer le même objet. Là en fait à chaque fois le fait de faire un return des accolades comme ça, à chaque fois il va retourner une nouvelle instance entre guillemets. C'est pas une instance mais en gros c'est pas une référence en mémoire qui pointe vers le même objet. Et après, bah, quand j'ai besoin de retourner toujours le même, comme je fais par exemple pour le stage director par exemple, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est le bon exemple? Non, c'est pas le bon exemple. Bah, le networker, tiens, voilà. Mon get socket, bah, quand j'ai besoin que ça soit toujours la même instance du socket que je vais vouloir réutiliser, bah là je passe par un singleton, et c'est ce que j'ai ici. Ici, j'ai une structure singleton et donc mon getSocket, il me retourne toujours la même instance. Sinon, bah en fait, je fais des choses comme ça et là, je retourne des copies à chaque fois. Et après, ah bah ça fait très PO. On est, il n'y a pas 50 millions de manières de faire, je pense là-dessus. Mais on n'a pas de classe, on n'a pas de. Avec une organisation ECS, tu devrais jeter un coup d'œil et me dire ce que tu en penses. Ouais, bah avant de jeter un œil sur le CS, je vais déjà finir d'explorer ça. Ouais, à plus Alain. Mais ouais, tu peux nous faire une presse d'ailleurs. Ça peut être cool. Mais ouais, du coup, en fait, j'ai des objets de type ennemi
Et après, je vais implémenter des fonctions qui seront utilisables sur les ennemis. Donc je vais faire function, je sais pas moi, move ou attaque, ou attaque ou ennemi attaque, et qui va prendre en paramètre l'objet d'ennemi qui va faire l'attaque, par exemple. Voilà. On sera pas sur l'ennemi, l'objet d'ennemi point la fonction attaque. Là, on appelle la fonction attaque ennemi, par exemple, et on lui passe en paramètre l'ennemi qui va faire l'action. Voilà. En fait, la fonction va aller modifier les données en question. Et on a une séparation des données et des fonctions. Voilà. Je sais pas si j'étais très clair. Ça répond à ta question, Neka? Ouais. Bon, bah super. Bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous montrer. C'est pas facile hein, à bien vous expliquer parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'implémente. Malgré tout, je suis déjà séduit par cette manière de faire. Il se peut que que dans ce que je vous dis, il y a peut-être des erreurs, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. C'est un partage d'expérience et pas d'une vérité absolue. Mais au fur et à mesure, de toute façon, je continuerai d'expérimenter et puis je continuerai à enquiquiner mon ami pour qu'il m'explique d'autres choses. Mais voilà, c'est en tout cas pour le moment, je suis assez content. Invite-le, il est pas beaucoup disponible. J'ai déjà moi du mal à le choper, donc c'est pas évident. Mais je lui poserai la question. Je lui poserai la question. Voilà, je pense que j'ai terminé. Si vous avez d'autres questions, profitez-en. Bah, merci Ménère déjà. Et puis Avec plaisir. merci pour ton partage. Sachant que de toute façon, tu connais l'adage, hein, le bon code, c'est le mien. C'est ça. Tu as appris. Voilà. Et j'en profite pour vous partager une ressource qui est dispo sur le serveur. T'es dans le guide des docs. C'est un PDF en français en plus. Sur le clean code. Ouais, je l'avais posté le 13 décembre sur guide et doc. Donc cleancodefr.pdf. Le bouquin il fait 400 pages. Sur les 400 pages, il y a 200 pages, les 200 premières pages où c'est la théorie, où ils expliquent tout. Et les 200 dernières pages, c'est de la mise en pratique. Ouais, avec un bouquin, c'est compliqué, mais voilà. Mais au moins lire les 200 premières pages, ça peut. Et ça se lit très vite, hein. Moi, je l'ai lu en 3 ou 4 jours. Et en gros, c'est un qui vous explique qu'est-ce qui est du bon code et comment l'écrire. Et pour moi, ça a été une source d'inspiration. Voilà. Ça a été une révélation pour certains points. Donc voilà, je vous conseille, je vous recommande avant qu'on se quitte, si vous ne l'aviez pas vu. Voilà, pas d'autres questions du coup. Hop, je me remets sur le chat. Pragmatique programmeur. Ok.